Qu'on peut déjà commencer, Charles? Ou bien... Oui, on va démarrer, Mohamed, effectivement. Donc, bonjour. Et tout d'abord, merci à tous d'avoir rejoint ce webinaire. Je me présente. Je suis Mohamed Azizi de Scanmark UD et j'ai l'honneur de vous accueillir ou bien d'annoncer le commencement de ce webinaire avec notre partenaire Metrix 720, avec qui nous nous sommes associés afin d'apporter notre technologie d'efficacité marketing sur le marché français. Aujourd'hui, notre conférencier sera Charles Xavier, qui est le fondateur de Metrix 720 et qui est aussi extrêmement expérimenté dans le domaine de l'efficacité marketing. Je souligne bien extrêmement expérimenté. Durant cette présentation, Charles parlera de l'exploitation des données via les modèles de marketing mix, les 3M, et de la manière dont les organisations peuvent internaliser cette capacité. En dernier lieu, je vous souhaite une bonne présentation et permettez-moi de passer maintenant la parole à Charles. Charles, c'est à vous. Merci Mohamed. Bonjour à tous. Merci d'assister à ce webinaire en plein milieu de l'été d'ailleurs. Donc justement, on profite un peu du beau temps, mais du coup on va parler aujourd'hui aussi de marketing mix modeling, mais sous un angle un peu différent, celle de l'internalisation. Donc c'est un sujet en fait qui devient de plus en plus d'actualité au sein des entreprises, et il était intéressant justement de pouvoir faire ce webinaire et partager justement quelques éléments sur ce sujet de plus en plus passionnant qui est l'internalisation du marketing mix modeling. Mais avant de commencer, je vais me présenter un peu plus en détail et présenter Metrix 720. Donc moi, je suis Charles Xavier, je suis fondateur de la société Metrix 720. Nous sommes un pure player du marketing mix modeling. Donc en fait, on fait que ça. Ça fait maintenant depuis 2013, depuis 8 ans, que nous sommes sur le credo du marketing mix modeling en France. Nous avons pu justement faire plus de 150 modèles à travers de nombreux secteurs d'activité, notamment en retail, en grande conso, dans le secteur de la santé. Et notre credo, c'est justement d'allier les techniques statistiques prédictives à la compétence et l'expertise marketing pour pouvoir piloter au mieux les investissements des annonceurs, que ce soit sur le marketing ou sur les médias. Alors, le titre de ce webinaire, qui est « Vos données du Bitcoin à l'état brut à miner vous-même ». Pourquoi cette référence pour le Bitcoin? C'est qu'en fait, on se rend compte qu'entre le Bitcoin et le marketing analytics, on a une dynamique commune. C'est en effet le développement des ressources et des connaissances qui ont permis d'accélérer le process de production dans les deux cas. En effet, sur le Bitcoin, c'est la connaissance de la blockchain et les ressources techniques, donc puissance de calcul des ordinateurs, bande passante, qui a permis justement d'accélérer le minage du Bitcoin. Et sur le marketing analytics, c'est la présence de plus en plus forte en entreprise des data scientists et des ressources data, donc marketing, commercial, CRM, digital, qui a permis justement le développement de plus en plus important de tous les projets de type marketing analytics. Aujourd'hui, on va parler justement plus spécifiquement de marketing mix modeling, donc du fameux MMM. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une technique qui va permettre d'utiliser les data pour une vision business. C'est-à-dire que le marketing mix modeling a une vocation business, et dans tous les outils et l'arsenal qu'on peut avoir dans les projets de marketing analytics, le MMM est un des seuls qui va rallier tous les éléments business d'une entreprise pour pouvoir essayer de comprendre mieux le business et de pouvoir mettre en place des recommandations. Petit rappel justement, parce que du coup, vous n'êtes pas tous peut-être familiers avec le marketing mix modeling, mais quel est le principe du marketing mix modeling? C'est de mettre en place un modèle qui va isoler toutes les contributions qui peuvent impacter le business d'un client, en fait, généralement ses ventes. Et donc, on va pouvoir ainsi calculer, 1, les effets incrémentaux sur les ventes, 2, le ROI, donc le retour sur investissement, quand on investit 1 euro, combien ça rapporte en euros chiffre d'affaires. Et on va en découler, en fait, le troisième point, c'est de pouvoir justement en découler des pistes d'optimisation du marketing mix, toujours dans une vision business d'accroissement des ventes. Le point intéressant sur le marketing mix modeling, c'est que c'est un modèle holistique qui va permettre d'intégrer tous les facteurs impactant le business. Mais alors, on a vu les facteurs marketing immédiats, mais on peut aussi intégrer les facteurs externes, type météo, saisonnalité, événements externes. Et donc, ça permet d'avoir une mesure très précise des différents leviers. Autre point important, on n'a pas de limite dans la volumétrie de data qu'on peut utiliser. Et ça aussi, c'est un point, c'est qu'aujourd'hui, avec
l'augmentation du nombre de data, notamment du fait digital, en fait, à travers les modèles MMM, on va pouvoir utiliser tout type de données. Et donc, on n'est pas limité, en tout cas, on n'a pas de contraintes en termes de volumétrie. Et ça, c'est vraiment un point essentiel et qui, justement, donne la force dans les modèles MMM. Donc, vous l'avez vu, les modèles MMM, comme je l'ai marqué, comme c'est indiqué, c'est vraiment un business, un enjeu de business avant tout. C'est pour ça d'ailleurs que les entreprises sont devenues, ont de plus en plus utilisé ces techniques. On fait appel à ces techniques justement pour mesurer l'efficacité de tous les leviers marketing, puisque c'est à la fois une vision statistique, donc c'est robuste, et donc ça nous permet d'avoir des KPI business assez précis. Mais du coup, le nouveau point, et ça c'est c'est un peu la nouveauté depuis quelques années, en fait depuis 2-3 ans, c'est que la question de l'internalisation, donc justement du MMM, se pose de plus en plus au sein des entreprises. Pourquoi? C'est ce que je vous ai dit au démarrage, c'est que les ressources en interne, notamment au niveau technique, au niveau des data scientists ou de la data, est de plus en plus forte. Donc, l'internalisation et se lancer dans ses propres modèles de performance marketing se pose de plus en plus. Et donc, du coup, c'est vrai que les interrogations en termes de process et notamment en termes de mise en place sont de plus en plus fortes sur les entreprises. Mais déjà, la première chose, effectivement, de savoir pourquoi ces entreprises se questionnent sur l'internalisation, c'est de comprendre les raisons qui poussent les entreprises à se lancer dans un process de MMM. Et ces raisons, déjà, en fait, comme je l'ai expliqué, c'est que le fait d'internaliser va permettre de gagner en productivité, notamment dans la collecte des données, où justement le fait de passer en interne permet justement d'accélérer cette phase de collecte de toute la data nécessaire sur la mise en place d'un modèle même. Et c'est surtout, on va pouvoir aussi la sécuriser à travers, on le verra, des process de data lake, des mises en place de data lake. Et donc, du coup, le gain de temps et la sécurisation, c'est déjà un des premiers points qui peut expliquer cet engouement de l'internalisation de certaines sociétés. Le deuxième point, c'est que le fait de le faire en interne, ça permet d'assurer une continuité méthodologique. Au moins, on met en place une méthode et à travers les mises à jour, le développement et les mises à jour des modèles, on s'assure d'une continuité méthodologique. Et le troisième point qu'on peut aborder, et ça c'est vraiment c'est propre à chaque entreprise, c'est que chaque entreprise a son expertise, et donc s'appuyer sur les expertises internes, c'est une des forces de l'internalisation. On va pouvoir, vous allez le voir, s'appuyer sur les différentes parties prenantes de l'entreprise pour pouvoir améliorer la qualité des modèles. De ces 3 points en découlent les 2 derniers. C'est l'accélération de la production des modèles d'efficacité. Donc, le faire en interne permet justement de faire les modèles quand on le souhaite, de le faire au rythme qu'on le souhaite et surtout de pouvoir, dès qu'on souhaite mesurer une activité, de le mettre en place assez rapidement. Et le dernier point, le cinquième, c'est la mutualisation des études internes. Aujourd'hui, je vous ai parlé à un moment de projet de marketing analytics. Le MMM vient évidemment s'intégrer dans un pool d'études et il est toujours intéressant de comparer les modèles d'efficacité, c'est-à-dire les modèles MMM et les résultats des modèles MMM à d'autres études marketing analytics, notamment toutes les études de tracking, de branding. Toutes ces études-là, en fait, qui sont aussi importantes, en fait, qui permettent justement à l'entreprise aussi de mieux se connaître. On va aussi pouvoir croiser ces différents éléments. On a les raisons, effectivement, là, je vous en ai cité 5. Maintenant, effectivement, il faut essayer de comprendre, et en fait, il faut essayer de voir comment on peut mettre en place ce process d'internalisation. Et c'est vrai que la roadmap, de mettre en place une roadmap pour démarrer son process est un point important au démarrage. Et nous, on a retenu 4 étapes essentielles pour démarrer son MMM en interne. La première, c'est la mobilisation des parties, de mobiliser les parties prenantes. La deuxième, c'est de mettre en place une équipe projet. La troisième, c'est faire un état des lieux des data, des données. Et la quatrième, c'est de déployer les outils. En fait, vous voyez, sur ces 4 étapes, les 2 premières sont des étapes organisationnelles, des étapes plus de gouvernance, et les 2 dernières sont des étapes opérationnelles, plutôt techniques. Croire que mettre en place un process d'un MM est purement technique, c'est de raccourcir un peu le sujet. Le débat de la gouvernance dans un projet MM est important. Vous allez voir que plus on va mobiliser des personnes en interne et plus le projet de marketing mix modeling sera pertinent, et notamment dans les recommandations qu'on peut en avoir. Alors, mobiliser les parties prenantes.
je l'ai indiqué, c'est une étape qui est primordiale et c'est la première étape. Pourquoi? Parce que dans une entreprise, chaque partie prenante a ses propres objectifs. On a la direction générale, généralement qui va s'occuper de la stratégie à court, moyen et long terme de l'entreprise et de valoriser évidemment les performances de l'entreprise auprès des actionnaires. On a la direction marketing et consumer qui ont pour but d'améliorer l'image et la notoriété de la société et de garantir l'efficacité des leviers marketing. On a le département de tout ce qui est business intelligence, donc qui a pour but de s'assurer de la qualité des données et d'améliorer le process et les outils. Et enfin, on a la direction commerciale qui a pour but de mobiliser les équipes terrain, d'assurer les objectifs vente, et la direction financière qui va s'occuper de toute la partie financière, donc la rentabilité des actions et la prévision du business. Vous vous rendez compte qu'en fait, que toutes ces parties prenantes ont leurs objectifs, et ces objectifs, en fait, on peut tous les retrouver en fait, à travers un modèle MMM. En fait, le modèle MMM, en fait, les projets MMM sont au carrefour de toutes ces problématiques. Donc, plus tôt on intègre ces parties prenantes, et plus tôt ces parties prenantes vont venir enrichir le projet. Et le point important, et un des points clés, c'est de définir justement au démarrage quelques objectifs clairs pour pouvoir mobiliser l'ensemble de ces parties prenantes. Parce qu'en fait, on l'a vu à travers notre expérience, que quand on démarre un projet MMM, il y a énormément d'ambition en interne, on a énormément de questionnements. Et donc, quand on commence à internaliser, il se peut qu'on ait justement au démarrage, au moment du cadrage, de nombreuses questions. Et il est important de faire le tri de ces questions pour pouvoir en sélectionner 2-3 qui permettent justement à l'ensemble des parties prenantes de s'y retrouver, de pouvoir avoir un intérêt. Et donc, s'il y a de l'intérêt pour l'ensemble de ces parties prenantes, ils vont forcément s'impliquer et pouvoir justement enrichir le modèle à travers leur expertise, les data, et notamment et aussi pour les recommandations qu'on pourra avoir à travers ce modèle. La deuxième étape, c'est la mise en place d'une équipe projet. Et la mise en place d'une équipe projet, effectivement, ça peut prendre du temps parce que du coup, il faut avoir les bons profils. Et c'est vrai que quand on regarde, voilà, quand on a l'habitude, quand on connaît un peu le milieu du marketing modeling, on a l'habitude de dire que les projets MMM, en fait, que les consultants MMM sont des moutons à 5 pattes. C'est le terme qui revient assez souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, quand on fait un modèle MMM, on discute, on échange avec de nombreux intervenants d'entreprise et de nombreux intervenants à travers ces parties prenantes. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait, voilà, le consultant MMM, il doit avoir une bonne vision business et stratégique, une connaissance des enjeux marketing, notamment des leviers comme les promotions, la communication, tout ce qui est tout ce qui est réseaux sociaux, bref, tous ces éléments de communication. Une bonne connaissance des enjeux commerciaux, notamment de tout ce qui est activité de terrain. Et les deux derniers points, c'est plutôt voilà, des skills spécifiques à justement la partie un peu technique et communication, c'est d'avoir des bonnes compétences techniques et statistiques et de pouvoir bien communiquer sur justement ce qui a été fait et avoir de la pédagogie. Parce que effectivement, quand on aborde le MMM, quand on aborde ces projets de marketing mix modeling, la communication est un point important parce qu'il faut savoir expliquer les résultats et il faut savoir expliquer quelles ont été les méthodologies et les partis pris qui ont été effectués. Quand on commence à s'intéresser à l'internalisation, on se rend compte qu'en fait, toutes ces compétences, elles sont présentes dans l'entreprise. Et ça, c'est un point qui est vraiment intéressant quand on internalise, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher ce mouton à 5 pattes. En fait, on n'a pas besoin d'avoir ce recrutement qui est plus ou moins complexe. On va regarder directement au sein des différents départements et des différentes parties prenantes pour sélectionner une équipe qui va pouvoir être pluridisciplinaire et qui va permettre justement de représenter tous les points justement importants de compréhension du business au sein de chaque direction. Donc, évidemment, la direction marketing et consumer, c'est là où on va puiser toutes les ressources marketing, donc tout ce qui est lié aux médias, au digital, aux éléments de consommateurs. C'est aussi la direction marketing qui va s'assurer de la cohérence sur les résultats des leviers marketing, de voir effectivement que tout ce qui est efficacité des leviers online, offline a du sens par rapport à ce qui a été mis en place. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la business intelligence. C'est là, généralement, qu'on retrouve les ressources techniques et donc les compétences techniques, et notamment tout ce qui est traitement de données et création des modèles. En général, c'est là qu'on va avoir tout le pôle de data scientist. La direction commerciale, elle, va avoir une vision terrain
et ça c'est un point qu'il ne faut jamais, il faut toujours avoir en tête quand on fait un projet de marketing mix modeling, c'est la réalité de terrain, notamment ce qui se passe in-store, quand on modélise en retail, parce que justement, on a des éléments qui peuvent être impactants au niveau local. Et donc, avoir la vision terrain et justement avoir une garantie de tout ce qui sort en termes de recommandations sur ces modèles puisse être applicable par les équipes commerciales, c'est un point très important. Et donc, d'avoir en amont justement des éléments de la direction commerciale et d'avoir des éléments justement terrain permettent de garantir justement que toutes ces recommandations et en fait tout ce qui est fait à travers la médiation puisse être applicable. Et enfin, la direction financière, c'est là qu'on va puiser tous les éléments financiers et donc de compréhension financière du business. On va pouvoir justement intégrer les résultats qu'on va avoir dans les PNL. On va pouvoir, en général, ils vont aussi vérifier justement la cohérence des prévisions qu'on peut avoir à travers les modèles NMM. Et on va aussi pouvoir, au début, je vous parlais voilà, d'un des éléments, un des KPI, des résultats qui sortent des modèles NMM, c'est le ROI. On va pouvoir aussi challenger le ROI et pouvoir l'améliorer avec notamment tous les éléments de profit et de marge que généralement, et ça il faut le reconnaître, quand on passe en externe, c'est des données qui sont très sensibles et qu'on n'a pas forcément quand nous, cabinet de conseil, faisons des modèles NMM. Par contre, en interne, évidemment, toutes ces données-là existent. Et donc, avoir justement ces éléments de retour et ces éléments d'expertise, notamment sur la viabilité financière, donc de tous ces éléments de ROI, est un point essentiel et ça permet de gagner j'ai envie de dire, en cohérence et surtout en applicabilité des résultats. Le troisième point, et là on entre dans les aspects plus techniques, c'est de faire l'état des lieux des données. Et donc, effectivement, là, vous avez vu les deux premiers points, on était plutôt sur de l'organisation et de la gouvernance. Et là, on entre dans la partie data, dans la première partie data, qui est la collecte et l'état des lieux de la donnée. Alors, c'est la première étape technique. C'est une étape qui peut être longue, on va pas se le cacher. Collecter la donnée, et notamment quand on le fait dans une phase d'internalisation, quand on commence à le faire en interne, c'est d'aller chercher toute la data disponible à travers toutes les parties prenantes. Et là, le rôle de la BI va devenir central. Comme je l'ai dit, c'est là où on a les ressources techniques. Et donc, la BI va centraliser cette étape pour pouvoir justement collecter la data à travers les différents départements, à travers les différentes directions. Donc, la direction marketing consumer, la direction commerciale et la direction financière. L'objectif, évidemment, dans cette étape, c'est de mettre en place un process. Vous verrez, c'est quelque chose qui est assez classique. Un MMM n'a pas pour vocation d'être une étude standalone, ça veut dire de le faire une seule fois. On fait un développement et après, derrière, on va mettre à jour ce modèle parce que plus on met à jour un modèle et plus il gagne en robustesse et on le fait évoluer, on gagne en termes de recommandations et d'éléments opérationnels. Et donc, du coup, de prendre du temps sur cette première phase de collecte et de regarder toutes les datas qui sont à l'intérieur de chaque direction permet déjà, de constituer un data lake qui peut être exhaustif, donc qui peut être assez robuste dès le démarrage. Et surtout, deux, ça va permettre de mettre en place un process qui va pouvoir être actionné plus rapidement lors des prochaines mises à jour du modèle. Et donc, ce temps, entre guillemets, cet élément de collecte au démarrage, on doit prendre un certain nombre de temps, justement, pour bien cadrer les éléments et mettre en place, justement, ce process qui sera réactivé à chaque mise à jour de modèle à la récurrence souhaitée. Et ça aussi, c'est un point intéressant quand on échange sur des éléments d'internalisation. C'est que aujourd'hui, un modèle de marketing modeling n'a pas de peut être mis à jour au souhait de l'annonceur. Ça veut dire que si on a mis en place une nouvelle campagne publicitaire, si on a mis en place des promotions, on peut attendre quelques mois et voir directement mettre en place un modèle pour justement mettre à jour le modèle pour voir justement les éléments d'efficacité. Et donc, le fait que dans cette vision, entre guillemets, de temporalité, l'internalisation permet justement d'activer ce type de mise à jour quand on le souhaite, c'est déjà comme je dis, c'est un point d'accélération de la production, mais c'est surtout que le fait que le data lake soit mis en place
et qu'on ait mis un process assez clair, fait qu'on va accélérer ces points de collecte. Et donc, on va pouvoir le mettre. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en général, on a des récurrences qui sont assez définies. En général, c'est tous les trimestres. Maintenant, on a eu certains échanges avec certaines sociétés qui, justement, voulaient casser un peu cette vision de récurrence ponctuelle, mais plutôt d'activer au moment où il y a des choses qui sont mises en place. Et ça, effectivement, c'est toujours plus simple quand on le fait en interne parce que, un, le process est mis en place et deux, tous les éléments entre guillemets d'actionnabilité peuvent être faits à la demande souhaitée. En termes de data et de constitution du data lake, le point intéressant, c'est qu'effectivement, quand vous regardez les différentes directions, ils ont toutes les données, en tout cas, ils ont la majorité des données essentielles pour faire un modèle MMM. La direction marketing et consumer vont avoir toutes les données marketing, médias, digital, CRM. Ils vont également avoir des données qui peuvent être intéressantes pour justement structurer les modèles, notamment sur les éléments de notoriété baseline, justement, donc les éléments de brand data, de tracking consommateur, qui vont justement nous permettre de voir si les éléments qu'on a sur les premiers éléments d'efficacité et de structure de la baseline, donc la baseline, ce sont des ventes naturelles, donc qui sont liées à la notoriété, sont cohérentes. La direction commerciale va avoir toutes les données de trade marketing, donc des actions terrain, encore une fois, donc force de vente, promotion, donc des éléments qui sont assez importants. Donc ces données-là, pareil, on va les retrouver assez facilement. La direction financière, on a généralement tout ce qui est vente, chiffre d'affaires, donc les données business, mais on va aussi également avoir les marges pour le traitement des ROI, et donc je vous disais en amont, le ROI aujourd'hui, tel que nous on le calcule, c'est effectivement un ROAS, donc ça veut dire un return on ad spend. Donc on compare juste l'incrémental qu'on va trouver dans le modèle avec l'investissement associé. Maintenant, si vous avez eu l'occasion d'échanger avec un directeur financier, lui va souvent vous parler de marge et de profit. Et donc la vision qu'un DAF, qu'un directeur financier va avoir d'un MMM ne sera pas la même d'un directeur marketing. Donc, justement, avoir toutes ces datas présentes en interne et accessibles directement permet justement de gagner en opérationnalité et surtout en communication en interne. Et ça, c'est un point qui est essentiel justement quand on parle d'échange et de discussion autour des modèles MMM. Les deux derniers points sont des points justement d'amélioration des modèles qui sont souvent des données qu'on va aller sourcer en extérieur. Donc, d'une part, chez les partenaires de l'entreprise. Donc, on a les agences médias qui vont pouvoir nous fournir la fiche concurrentielle. Donc là, on va pouvoir intégrer justement toutes les actions de communication des concurrents pour pouvoir justement voir l'impact sur le business. Les agences de publicité qui vont fournir tout ce qui est création de médias. Et donc, ça, c'est une mission qui revient assez souvent aussi quand on fait des modèles de marketing, de mix modeling, c'est de savoir l'impact des créations, l'impact des changements de création. Donc, tous ces éléments-là et toutes ces datas vont pouvoir être collectées via l'agence de publicité. Et enfin, on a les régies publicitaires, que ce soit des régies offline ou online, qui vont pouvoir fournir des données spécifiques, plus précises, pour pouvoir mesurer l'impact des différentes activités médias. Et ça aussi, c'est un point où l'entreprise ayant ses partenaires, ayant l'habitude de travailler avec eux, va pouvoir assez rapidement demander ces datas et de l'intégrer directement dans le data lake. Et donc, c'est quelque chose qui va pouvoir être aussi processé. Ça, c'est un point effectivement qui est aussi important d'avoir ce process avec les partenaires de l'entreprise pour pouvoir alimenter ce data lake avec ces données et donc de pouvoir justement les intégrer dans le process de marketing mix modeling. Le dernier point, c'est les données exogènes. Et donc là, en général, c'est la BI qui peut s'en occuper, puisque du coup, elle a toutes les compétences pour aller sourcer des données en externe. Et ça va être des données météo, ça va être des données économiques, ça va être voilà, tout ce qui est lié aux événements spéciaux. Aujourd'hui, l'open data, en tout cas tout ce qui est donné en open data, est facilement accessible et facilement connectable. Et donc, du coup, avoir au démarrage aussi un pool de données exogènes, de penser à cette vision de sourcer au-delà même des données internes, de sourcer aussi des données externes, c'est un point qui va permettre de gagner en robustesse du modèle, parce que du coup, on aura encore une fois énormément de données. Ça, je vous le rappelle, un modèle de marketing n'a pas de limite en termes de volumétrie de données.
Donc, si on peut sourcer, encore une fois, des données externes de différents types, et notamment des données économiques qui viennent de l'INSEE, c'est toujours un point intéressant à intégrer dans les modèles, en tout cas à tester à travers les modèles. Mais du coup, quand vous voyez ces 5 points qui sont tout ce qui est direction marketing, direction commerciale, direction financière, partenaire de l'entreprise et les données exogènes, vous avez pratiquement 80%, 90% des data qui vont faire votre modèle. En tout cas, et ces données-là vont justement permettre d'avoir un modèle assez robuste et surtout actionnable à n'importe quel moment. Le dernier point de cette roadmap, c'est le déploiement des outils. Et les outils, c'est effectivement un point essentiel, puisque pour faire un modèle statistique, il faut des logiciels de statistique. C'est la ressource indispensable. Il y a 3 caractéristiques essentielles pour un outil de marketing mix modeling. C'est un qui soit accessible, friendly user, accessible à toutes les personnes ayant des connaissances statistiques. Ça veut dire qu'effectivement, à partir du moment où un data scientist a des connaissances en statistique et économétrie, il doit pouvoir utiliser le logiciel. Le deuxième point, c'est le côté collaboratif. Vous l'avez vu pour les différents points que j'ai abordés, la communication, les échanges avec les différents organes de l'entreprise, donc les différentes parties prenantes, est essentiel. Et donc, vous allez pouvoir trouver des analystes dans les différents départements. Évidemment, en général, les data scientists sont concentrés dans le département de la BI, mais on peut aussi trouver des analystes dans le département marketing, dans le département commercial, et donc du coup, pouvoir échanger avec ces analystes avec un outil qui permet justement de pouvoir partager les résultats, de pouvoir voir en direct, de pouvoir être collaboratif, c'est un point essentiel. Il faut avoir en tête que le concept de marketing modeling, c'est pas un data scientist qui est derrière son écran et qui justement va faire son modèle. C'est vraiment énormément d'échanges à travers tous les parties prenantes entre les aspects techniques, donc effectivement statisticiens, et aussi les aspects plutôt marketing, commercial. Et c'est ça, en fait, et c'est ces échanges qui vont faire que le modèle sera robuste et surtout opérationnel. Donc, l'aspect collaboratif du logiciel, donc, le fait que le logiciel ne soit pas une boîte noire, ça on verra dans le 3e point, donc côté transparence, le fait que le logiciel ne soit pas une boîte noire et ne soit pas justement uniquement accessible qu'à des personnes qui soient capables d'utiliser le logiciel, c'est un point qui va permettre de rassurer en interne et notamment rassurer des analystes qui ne sont pas forcément en train de faire le modèle, en tout cas de développer le modèle, parce qu'on va pouvoir partager les éléments, donner des points et surtout avoir une vision directe, avoir un partage direct des éléments du modèle. Et le 3e point, donc je l'ai un peu abordé, c'est le côté transparence. C'est le fait que toutes les méthodes de calcul soient claires et accessibles et transparentes pour l'ensemble des parties prenantes. Il n'y a pas de boîte noire, en fait. Il faut vraiment exclure ce concept de boîte noire parce que justement, les gens, de plus en plus, ont besoin de comprendre. On le voit de plus en plus, nous-mêmes, en termes de cabinet de conseil, on le voit avec justement les études qu'on peut faire, les projets qu'on peut faire. La compréhension est quelque chose d'essentiel dans le partage d'un modèle de marketing mix modeling. Comment sont calculées les différentes contributions, comment sont calculés les résultats, et notamment, on va aborder, mais tout ce qui est courbe de réponse et éléments d'incrémentalité, tous ces éléments-là sont de plus en plus demandés. Et donc, le fait que le logiciel en lui-même soit transparent, déjà, c'est un gain de temps pour la personne qui fait les modèles, puisque du coup, il a besoin de retranscrire ce qu'il va mettre en place pour les différents intervenants qui vont pouvoir lui poser des questions sur le modèle, puisque tout sera transparent dès la phase de développement. Et donc, ces 3 points, effectivement, ces 3 caractéristiques, pour nous, c'est des caractéristiques qui sont importantes, puisqu'elles vont justement permettre de faire atterrir le projet, tout simplement, de faire atterrir les différents modèles qui vont être mis en place et d'accélérer la production et les échanges à travers avec les différents intervenants et les différentes parties prenantes. En termes de logiciels, alors il existe, je veux dire, en termes de modeling, on a énormément de logiciels qui peuvent être mis en place. Nous, on a 2 outils, qui sont des must-have dans tout projet MMM. Le premier, c'est l'outil de modélisation économétrique.
Donc, c'est ce qui va permettre de créer des modèles à partir des données présentes dans le data lake. Et le deuxième, c'est l'outil d'optimisation et de prédiction. En fait, l'outil d'optimisation et de prédiction, c'est tout simplement à partir des résultats obtenus, on va pouvoir optimiser les différents KPI et mettre en place des prévisions de vente. C'est vrai que, bon, je ne suis pas rentré, l'objectif de cette présentation n'était pas forcément de rentrer dans les détails des résultats des modèles MMM, mais un point important d'un modèle MMM, c'est les fameuses courbes de réponse. Donc, une fois qu'on fait un modèle, on va pouvoir tracer une courbe de réponse sur chaque levier qui a été analysé. Et donc, ces courbes de réponse nous permettent de voir si le levier est bien investi ou si on est plutôt dans une zone de saturation et qu'il est possible justement de l'optimiser par des baisses d'investissement ou au contraire, s'il est sous-investi, on peut augmenter les investissements. Donc, ces courbes de réponse, en fait, c'est justement un des points importants des modèles de marketing modeling et qui vont permettre justement de mettre en place des optimisations et des prévisions à travers tous les éléments, tous les leviers marketing qui seront analysés. Donc, ces deux points, c'est-à-dire ces deux éléments, donc outils de modélisation et outils d'optimisation et de prédiction, c'est vraiment des must-have qui vont nous permettre justement déjà, de créer un modèle, donc de pouvoir prendre toutes les données qu'on a pu collecter et derrière de pouvoir les mettre en place le modèle. Et de deux, de pouvoir avoir les éléments qui vont intéresser justement les parties prenantes, c'est-à-dire les éléments d'optimisation et de prédiction, pour pouvoir présenter des recommandations à tous les participants, à tous les parties prenantes du projet. La vision de l'outil, en fait, je vous l'ai dit, pour nous, les outils, et c'est lié à notre expérience dans le modeling, c'est que ce sont des éléments qui nous permettent de faire atterrir les projets. Donc, en fait, les outils doivent vraiment doivent permettre d'avoir une vision claire et rapide des modèles et des résultats, tant d'un point de vue statistique qu'opérationnel. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir ces deux visions dans l'outil. Avoir une vision de savoir si le modèle est robuste statistiquement, donc s'il ne manque pas de la data, s'il ne manque pas des éléments qui permettraient justement d'améliorer le modèle. Donc ça, on le voit à partir de tous les tests statistiques qu'on peut faire, mais aussi d'avoir une vision opérationnelle. Ça veut dire d'avoir une vision, d'avoir tout de suite savoir quel est l'effet incrémental de tel ou tel type de levier, quel est le ROI de ce type de levier, quels sont les éléments, donc de pouvoir avoir, encore une fois, une vision globale, donc d'avoir quelque chose d'assez clair dans l'approche des résultats. Et donc, du coup, avoir justement des outils qui nous permettent d'avoir une vision claire et directe de tous ces éléments, c'est un point qui est essentiel et qui va nous permettre justement de pouvoir accélérer et de pouvoir donner des éléments de partage assez rapides aux différents intervenants, et notamment dans ces phases d'internalisation où à chaque étape du projet, il est important de communiquer, il est important d'échanger sur les différents cas, puisqu'un modèle se construit. Dans ce contexte, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un partenariat technologique. En Scanmetrics, c'est un partenariat technologique qu'on a fait ce partenariat avec Scanmark QED. C'est qu'on a pensé, il était clair que avoir un outil rapide et clair sur les différents éléments était extrêmement important pour pouvoir justement mettre en place ces modèles et d'avoir cette vision opérationnelle. Concernant justement ces outils, nous, on travaille avec Scanmark QED et notamment avec leur outil de modélisation, Strata QED. Et ça, c'est un point, effectivement, qu'est-ce qui a retenu notre attention sur Strata QED par rapport à d'autres logiciels, c'est qu'on est vraiment dans un cockpit et cet outil nous permet de voir tous les éléments d'intégration des data et que ce soit d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue statistique, on a tous les éléments à portée de main en un coup d'œil. Et l'autre point, c'est que c'est totalement transparent. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous faites vos extractions et que vous regardez les résultats du modèle, dans les extractions, vous avez toutes les formules. Donc, ça veut dire que, en termes d'explication, en termes de pédagogie en interne, on a tous les éléments nécessaires pour pouvoir les communiquer et donc de voir les différents éléments. Ça, c'est un point, encore une fois, la transparence, c'est un point qui rassure énormément, et même en interne. Parce qu'il est important de pouvoir partager les différents éléments et surtout qu'on a l'habitude de voir, et ça c'est des discussions qu'on a depuis des années, que le concept de boîte noire dans la vision du MM est très forte. Et donc de pouvoir rassurer justement les différents intervenants en partageant
les différents screens, voilà, les différents éléments de l'outil et les différentes extractions sans avoir à expliquer, parce que tout est inscrit, tout est clair. Du coup, ça permet d'accélérer les éléments. Donc ça, c'est le premier outil, effectivement, l'outil de modélisation, donc Strata QED. Et le deuxième, c'est Portfolio QED. Donc là, je vous ai dit, l'outil d'optimisation, c'est un point important. Et du coup, Portfolio QED permet justement d'intégrer toutes les courbes de réponse qu'on va avoir dans un modèle et pouvoir pouvoir chercher les optimisations nécessaires à travers différents leviers. Et l'intérêt de ce type d'outil un peu spécifique et donc vraiment dédié au MMM, dédié à des projets de MMM, c'est que on va pouvoir optimiser à travers différents niveaux, pays, marques, leviers. Et là, quand on parle d'internalisation, et du coup on a eu des échanges, voilà, on a eu l'occasion d'échanger avec des entreprises, c'est vrai que quand on parle de MMM, rapidement, le sujet de l'optimisation, pas uniquement sur une seule marque, mais plutôt sur plusieurs marques, plusieurs pays, bref, d'avoir un scope qui commence à être assez important. Le fait d'avoir des outils dédiés et le fait d'avoir des choses qui soient totalement accessibles et intégrables en termes de data permet d'accélérer sur ces phases, parce qu'encore une fois, l'intérêt, c'est d'avoir rapidement les outils, les éléments d'optimisation quand on a les résultats des modèles. Et donc, ce type d'outil permet justement de pouvoir gagner en temps sur ces éléments d'optimisation qui va être évidemment le point d'orgue d'un modèle de MMM. On va évidemment chercher à comprendre les optimisations possibles et les prévisions qu'il est possible de faire à travers justement les variations d'investissement qu'on peut avoir. Une fois qu'on a mis en place cette roadmap, on est prêt. C'est vraiment voilà, ces 4 points essentiels font que une fois qu'on a mis en place justement, qu'on a mobilisé les parties prenantes, qu'on a mis en place l'équipe, qu'on a fait la collecte des données et qu'on a déployé l'outil, on est prêt à se lancer dans un premier modèle, dans un premier projet. Et ça, c'est un point, effectivement, c'est un point assez clair. Évidemment, il y aura toujours des choses à travailler, mais du coup, c'est vraiment les 4 points essentiels pour démarrer son projet de MMM en interne. Si on résume, et c'est vrai que c'est un point, voilà, si on essaie de regarder un peu les points importants et les facteurs clés de succès, il y en a vraiment 5 importants. La première, c'est vraiment d'impliquer les parties prenantes. C'est le premier point que je vous ai indiqué, puisque en fait, plus vous impliquez tôt les parties prenantes et plus le projet va gagner en opérationnalité. Et c'est vraiment le but d'un modèle MMM, c'est d'être opérationnel. Le deuxième, c'est de définir quelques objectifs clairs. Comme je vous l'ai dit, on a souvent l'habitude d'être très ambitieux sur les projets de modèle MMM. Donc, il est préférable dans un premier temps de cadrer les objectifs, d'avoir 2-3 objectifs qui intéressent l'ensemble des parties prenantes. Et comme je le disais, voilà, le modèle MMM a pour vocation d'évoluer à travers le temps. Donc, naturellement, les objectifs vont évoluer. Naturellement, on aura des nouveaux points à les travailler et ça se fera au cours des prochaines mises à jour. Mais sur un premier développement, définir 2 objectifs, 2 points à atteindre, 2-3 objectifs à atteindre, c'est vraiment un point aussi qui fait qu'on va réussir à atteindre, qu'on va réussir à mettre en place ce projet de MMM. Avoir une équipe pluridisciplinaire, donc ne pas se focuser uniquement sur les aspects techniques, d'avoir les aspects marketing et commercial, c'est vraiment un point aussi qui va permettre de gagner en opérationnalité, c'est ce que j'ai dit au démarrage, mais aussi de pouvoir avoir des échanges autour de modèles et de le faire évoluer dans le bon sens. Et pas seulement d'un point de vue technique. Il faut aussi le faire évoluer d'un point de vue marketing et commercial. Le 4e point, c'est de prendre du temps sur la collecte des données et de mettre en place ce fameux process autour du data lake. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tout simplement, on recule pour mieux sauter. Voilà, on va prendre du temps sur cette phase de première collecte. On va mettre en place le process, on va définir les différents justement points du process. Et donc derrière, on va pouvoir vraiment gagner du temps sur les mises à jour et donc de pouvoir mettre en place et pouvoir faire tourner les modèles assez rapidement et à la temporalité qu'on souhaite. Et le 3e point, c'est les outils. Et les outils, quels que soient les outils retenus, ils doivent être rapidement déployés et s'adapter aux objectifs. Ça veut dire que les outils sont un support. On voit, voilà, j'ai vu beaucoup de gens se focaliser sur les outils et savoir comment mettre en place un modèle MMM et surtout les outils. En fait, les outils, on vous a présenté voilà, notre partenaire aujourd'hui, Scanmar, il en existe beaucoup, mais le plus important, c'est que ces outils doivent s'adapter au projet et s'adapter aux objectifs. Donc, c'est pas aux objectifs de s'adapter au support, en tout cas aux outils, c'est vraiment aux outils de s'adapter aux objectifs. Donc, quelque chose de flexible, c'est quelque chose de point important et ça ne doit pas forcément prendre trop de temps.
ça doit être rapidement mis en place. En termes d'accompagnement, et c'est vrai que c'est un point important, c'est que quand on se lance dans un projet MMM, il faut des experts MMM qui connaissent les process et qui connaissent un peu les différentes étapes, parce qu'il est facile de se perdre, notamment quand on commence à internaliser un projet de MMM. C'est là qu'effectivement, nous, on intervient, Matrix 720, c'est pour vous accompagner sur toutes les étapes du process, notamment dans les premières étapes de cadrage et de gouvernance, donc définition des objectifs, recrutement des profils pertinents, dans les aspects techniques de collecte et de données et de sourcing des données exogènes. C'est un point aussi où on peut intervenir, parce que du coup, on a un certain nombre d'années d'expérience sur ce type d'approche. La formation logicielle sur Scanmark QED, parce que du coup, on utilise ce logiciel dans toutes nos approches, donc on maîtrise, donc ça permet aussi d'accélérer cette phase de production des modèles. Et enfin, sur le coaching du développement des premiers projets, parce que du coup, quand vous vous lancez dans un premier modèle, et même si vous avez toutes les ressources en interne avec d'excellents data scientists, c'est toujours important d'avoir des gens qui ont de l'expérience dans ce type de modèle pour pouvoir vous coacher et pouvoir vous aider dans les éléments justement de cadrage et de mise en place sur les aspects techniques. Donc voilà pour cette petite présentation du process d'internalisation. Je vais vous laisser la parole maintenant. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis à votre disposition. Alors, bonjour Pascal. Alors, combien de temps alors, je vois la question. Combien de temps prend un projet d'internalisation en général? En fait, le temps d'internalisation, ça dépend clairement de la structure de l'entreprise. Effectivement, par rapport à la structure d'une entreprise, et donc des différentes parties prenantes qui sont au sein de cette entreprise, le temps va être variable. En général, voilà, nous, ce qu'on a pu constater, notamment dans le déploiement d'un projet MMM et nos discussions qu'on a pu avoir, c'est qu'il faut en moyenne 9 mois pour mettre en place un projet. Oui, c'est long, ça prend du temps, notamment d'internaliser le process, mais en fait, c'est tout simplement parce qu'en fait, la phase de démarrage, en fait, les phases de gouvernance, comme je voulais dire, les phases de mobilisation des parties prenantes et de recrutement du staff, on prend beaucoup de temps. En général, on considère que ça prend à peu près 2/3 du projet. Et que la partie technique, c'est-à-dire la partie de collecte et de déploiement des outils, c'est 1/3 du temps. Donc, en général, on est en moyenne, on est sur 7 à 9 mois à peu près, avec 2/3 sur les 2 premières parties et 1/3 sur les parties techniques. J'espère que j'ai répondu à votre question. D'autres questions? Ah oui, alors, à quel point sommes-nous dépendants des données que vous avez citées? Ça, effectivement, c'est la question qui revient assez souvent dans les modèles, de toute façon, dans les éléments de marketing mix modeling. C'est quel est le niveau de data minimum pour démarrer un projet et donc quels sont les niveaux, quelle est la volumétrie minimum pour se lancer dans un projet de MMM. J'ai envie de dire,
oui, effectivement, les données que je vous ai citées, c'est les données les plus exhaustives, c'est-à-dire vraiment d'aller chercher toute la data nécessaire dans un modèle. Après, il est évident qu'on, voilà, par rapport à la collecte, par rapport à tout ce qu'on a, ça peut, voilà, on n'a pas forcément toutes les données que je vous ai citées. Maintenant, le plus important, en fait, et c'est ça, en fait, quand je vous parlais de cadrage et de gouvernance, d'organisation de gouvernance, c'est d'échanger avec justement les différentes parties prenantes. Un modèle MMM, en fait, pour une fois, on a une liberté totale dans la data. Et donc, du coup, il est important de discuter avec les différentes parties prenantes pour savoir quels sont les éléments les plus importants à retenir, en tout cas pour démarrer un premier projet. Parce que c'est sûr que c'est jamais évident voilà, de se lancer dans un projet et d'aller chercher toute la data et donc de voir justement ces données. Donc, le mieux, c'est d'échanger en interne, donc d'échanger en interne avec les différents parties prenantes, de faire une première sélection de data et de voir justement ce qu'on a. Et derrière, après, justement, de faire évoluer la data au fil des mises à jour. Donc là, en termes justement de data, la dépendance, elle est forcément liée. Je n'aime pas dire qu'il y a une dépendance, effectivement, il faut un minimum de données pour démarrer. Mais le plus important, c'est effectivement d'avoir des échanges en interne pour sélectionner les données les plus pertinentes. Donc, à partir du moment où on a fait cette sélection, on peut se lancer dans un modèle. Et après, derrière, évidemment, comme je l'ai expliqué, on peut travailler les modèles et la data en termes au fil des mises à jour. Bonjour Guilhem. Alors, combien coûte un projet d'internalisation versus une étude externalisée? Ça, c'est une bonne question. Effectivement, le fait que de nombreuses entreprises, en tout cas quand on est justement contacté, voilà, on échange sur le concept de tarif, le concept de fait d'internaliser l'étude, ce type de projet, c'est vraiment lié au fait qu'on ait des ressources en interne. Donc évidemment, aujourd'hui, le coût d'un data scientist est variable. Donc en général, quand on a toutes les ressources en interne, et donc, quand on a justement les data scientists qui sont généralement dans la BI, qui connaissent très bien les éléments statistiques, mécaniquement, le coût sera moindre. Il faudra juste un coût de temps. Donc, et donc là, ça dépend. Et donc, plus le temps, plus le projet, je vous ai dit un projet de 9 mois, donc plus le temps va être long et donc plus il y aura un coût parce que c'est le coût effectivement de temps passé. Mais en termes j'ai envie de dire, d'outils et en termes de tout ce qui est collecte, il est forcément un peu moindre qu'un projet externalisé. Mais après, encore une fois, ça dépend du scope, ça dépend d'un certain nombre de choses. Mais les coûts, c'est pas la même approche. C'est vrai que les échanges qu'on a, en tout cas aujourd'hui, c'est que les ressources sont existantes en termes notamment de compétences. Et donc, à partir du moment où les ressources sont existantes en termes de compétences, forcément, on a un coût qui est déjà en interne et qui est déjà présent. En fait, qui est déjà géré en interne. Donc, déjà, c'est important. J'espère avoir répondu à la question. Alors, qui doit porter le projet en priorité? C'est effectivement aussi une bonne question. Et ça, c'est évidemment, ça dépend aussi de la structure d'entreprise. En général, les projets d'internalisation, effectivement, on a souvent des demandes de la direction générale, tout simplement parce que c'est les personnes qui voient effectivement toutes les autres directions et qui échangent avec toutes les autres directions. Et derrière, souvent, ce process d'internalisation, en tout cas ce questionnement et ce démarche d'internalisation vient de la direction générale parce que justement, ils sont à même de voir justement toutes les ressources nécessaires. Parce que je vous parlais des ressources et justement, c'est les personnes qui voient justement à travers toutes les autres directions et toutes les autres parties prenantes quelles sont les ressources. Et donc derrière, forcément, on a souvent des questionnements en tout cas de l'internalisation et du process d'internalisation
qui sont souvent liés à des personnes de la direction générale, en tout cas des DG et des membres du CODIR qui justement permettent, qui veulent savoir justement comment on peut passer d'une vision externe à une vision interne et quels sont les différents process à mettre en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bah écoutez, de toute façon, on arrive à la fin du webinaire. Je vous remercie à tous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Aujourd'hui, l'idée n'est pas forcément de présenter le marketing mix modeling spécifiquement, mais de plutôt parler de l'internalisation du process de... Alors, j'ai une autre question. Bonjour, combien coûtent des DS sont impliqués normalement dans un... Encore une fois, c'est variable. C'est vraiment variable. J'ai pas de chiffre en tête là à vous répondre, Razetti. Mais encore une fois, ça dépend de la structure de la société et c'est vrai que ça dépend de des éléments. Mais du coup, quand on a vraiment quand on est une grosse structure, bon, il peut y avoir plusieurs DS qui peuvent être mis en place, mais en fait, qui peuvent être impliqués. Mais du coup, encore une fois, tout dépend en fait de la structure. Et il faut bien, en fait, c'est vrai que c'est peut-être un point que j'ai pas forcément vraiment insisté, mais le process d'internalisation est vraiment un process spécifique à chaque entreprise. C'est-à-dire que tout le monde peut internaliser. Aujourd'hui, la data et les compétences en termes de data science sont présentes dans de nombreuses entreprises. ETI, PME comme entreprise du CAC 40, mais c'est sûr que internaliser un process de MMM dans une entreprise du CAC 40 et internaliser le MMM dans un process de TI, ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas le même temps. Donc aujourd'hui, et c'est surtout oscilloscope, ça veut dire que si on est dans un groupe du CAC 40 qui veut faire 40 MMM parce que ils veulent modéliser sur plusieurs pays et inversement on est dans une ETI qui veut juste modéliser ces 10 marques ou ces 6 marques, on n'aura pas du tout la même vision et la même temporalité. Alors évidemment ça prendra du temps, hein, même pour l'ETI qui veut juste internaliser, en tout cas qui veut lancer son process de modélisation sur 10 marques. Il y aura toujours un temps incompressible et notamment sur la vision de la gouvernance parce que du coup il y a tout le monde à embarquer sur le projet. Mais du coup, quand vous êtes une entreprise qui est présente sur plusieurs pays et qui est décidée d'internaliser son process, là, c'est plus du tout, je vous ai dit 9 mois, c'est une moyenne, ça peut prendre bien sûr beaucoup plus de temps. Donc, notamment par rapport au scope. Donc, sur ces éléments effectivement un peu chiffrés, il n'y a pas vraiment de choses très précises. On va vraiment avoir une vision au cas par cas. Et notamment dans tous ces éléments justement de priorisation, en fait de budget et d'implication des équipes. Ok, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. D'autres questions? Ah oui, une fois que le projet est mis en place, qu'a-t-on besoin de mobiliser? En fait, une fois que le projet est mis en place, et c'est ça l'intérêt d'internaliser, il y a aussi ce point-là, hein, et effectivement, j'ai un peu répondu à la question, c'est que un process de MMM, une fois qu'on a mis ces 4 points en place, après, derrière, il y a juste besoin de mobiliser l'équipe, en tout cas la team qui a été constituée pour relancer des mises à jour du modèle, en fait. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait ce premier projet, qu'on a mis en place ce premier modèle, en tout cas ce premier projet de MMM, après, comme je vous dis, ça dépend du scope, parce que je parle de modèle, mais je peux même dire des modèles, parce que parfois, le premier projet va impliquer de nombreux modèles. En fait, il suffit, les mises à jour vont être juste
un relancement du process qui a été mis en place, d'où l'intérêt, encore une fois, de bien processer. Et quand je dis que le premier projet peut prendre du temps, c'est qu'il peut prendre du temps parce qu'on va mettre en place tous les process qui vont être actionnables rapidement au cours du temps à travers les mises à jour qui peuvent être mises en place. Et donc, une fois que le modèle est mis en place, en fait, on a besoin de mobiliser en fait les ressources, déjà les ressources techniques qui ont été mises en place pour le modèle, c'est sûr, parce que c'est eux qui vont pouvoir mettre à jour les différents aspects de traitement et de modélisation, mais aussi les experts qui ont travaillé sur les premiers projets pour justement discuter des nouvelles problématiques, des nouvelles, voilà, de l'évolution de la société, des l'évolution de l'investissement, de tous les aspects marketing et médias. Et ça, c'est un point important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le modeling, on va faire une première phase. Donc, on aura justement les premiers modèles qui vont sortir. Mais la mise à jour, en fait, ne va pas consister à juste appuyer sur le bouton, demander aux data scientists, voilà, à l'équipe technique de mettre à jour le modèle. Les mises à jour vont demander aussi des échanges pour savoir quelles sont les nouvelles problématiques, quels sont les nouveaux scopes de travail. Donc, en fait, les ressources, comme dans beaucoup de projets de marketing et analytics, il faudra en mobiliser, évidemment, pour les mises à jour. Mais là, tout le monde sera briefé, tout le monde sera au courant des éléments, et donc ça pourra aller beaucoup plus vite. Et donc, du coup, c'est là aussi qu'on va gagner en opérationnalité et qu'on va gagner justement dans les learnings. Parce que, je l'ai dit un peu rapidement, la pédagogie lors de la première phase de rendu va être importante. Donc, d'expliquer aux gens quel est le principe, pourquoi on a ces résultats pour ces éléments-là, d'avoir cette vision de transparence. Une fois que le modèle est acquis, une fois que les gens sont onboardés sur le projet, derrière, après, il y aura des vrais échanges sur l'évolution du modèle, l'évolution des modèles, et comment on peut mieux utiliser les recommandations des différents éléments. Donc, les ressources sont toujours, voilà, on aura toujours besoin de mobiliser des ressources, mais ces ressources-là sont formées et seront justement à même de pouvoir diffuser les éléments du modeling dans l'entreprise. Ok, écoutez, je vous remercie à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que vous avez tous mon mail sur ces sujets-là. Vous devrez recevoir la présentation justement dans les prochains jours suite à votre inscription. N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme je l'ai indiqué, je n'ai pas parlé spécifiquement des rendus du marketing modeling, en fait, de tous les éléments-là. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser aussi, en tout cas de m'envoyer un mail pour me les poser, et notamment les outils. Si vous voulez en savoir plus sur la suite de logiciels de Scanmark UD qui est dédié au MMM, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Là, on peut faire des démos un peu plus techniques, plus spécifiques, pour vous présenter un peu les intérêts d'avoir un logiciel dédié au MMM pour vos projets de marketing mix modeling. Merci à tous et à très bientôt.